présente nos intervenants. Le professeur Rafael Sánchez Saús de l'université de Cadix, qui a publié récemment un ouvrage intitulé « Les chrétiens d'Al-Andalus, de la soumission à l'anéantissement ». Le professeur Serafín Fanjul de l'université autonome de Madrid, qui a été directeur de l'Institut hispanique du Caire, docteur en études sémitiques, et le professeur Fanjul qui a publié aux éditions de l'Artilleur l'an dernier un livre qui a fait grand bruit consacré au mythe d'Al-Andalus. Alors, nous avions prévu d'avoir aussi avec nous aujourd'hui Dario Fernández Moreira, qui est professeur, qui est docteur de l'université de Harvard, qui est professeur à l'université de l'Illinois. Malheureusement, pour des raisons de santé, il n'a pas pu faire le voyage pour nous rejoindre, mais il nous a envoyé sa communication. Outre ces trois personnalités espagnoles de premier plan, nous aurons aussi au cours de notre colloque des interventions de Marie-Thérèse Urvoy et de Dominique Urvoy, qui sont des islamologues français. Marie-Thérèse Urvoy a été professeure à l'université de Bordeaux, Dominique Urvoy à l'université de Toulouse-Le Mirail. Ils ont publié récemment un ouvrage consacré aux miracles coraniques. Dominique Urvoy a réalisé il y a quelques années déjà une histoire de la pensée arabe et musulmane qui fait référence sur la question. Et je vous recommande aussi le numéro spécial, le hors-série du magazine L'Homme Nouveau, intitulé « L'islam face au christianisme », qui a été en quelque sorte piloté par Madame Urvoy. Je tiens à signaler aussi, bien sûr, la présence d'Arnaud Imats, ici présent à mes côtés. Alors Arnaud Imats, à l'origine, est un fonctionnaire international qui a eu une formation de sciences politiques, mais qui s'est reconverti dans l'histoire de l'Espagne. D'abord l'Espagne du XXe siècle, avec des ouvrages très importants, comme la guerre d'Espagne revisitée, réalisée avec la complicité de Pierre Chaunu à l'époque, et puis également un ouvrage consacré à José Antonio Primo de Rivera. Mais ensuite, il s'est consacré à d'autres sujets concernant plus largement l'histoire de l'Espagne dans son ensemble. Et il nous présentera, lui, une communication qui conclura ce colloque sur la légende noire espagnole, qui est un élément évidemment important à prendre en compte pour juger de l'image, de la représentation que nos compatriotes français ont souvent de l'histoire de l'Espagne. Alors, tout d'abord, nous allons aborder aujourd'hui donc une séquence bien particulière de l'histoire ibérique, puisqu'il s'agit de l'histoire d'Al-Andalus, question à propos de laquelle nous allons nous efforcer de faire un point à la fois précis et impartial. L'Espagne a toujours eu des relations compliquées avec son histoire. Dès le XIXe siècle, un politicien libéral proposait à ses compatriotes de fermer à double tour le tombeau du Cid. C'était une manière de leur expliquer qu'il fallait cesser de se tourner vers le passé, d'entretenir les nostalgies de l'Espagne, grande puissance impériale à l'époque moderne, comme on le sait, et qu'il fallait résolument faire le choix de l'avenir, c'est-à-dire un avenir qui était celui de la modernité industrielle telle qu'elle s'était développée en Europe, en France, en Angleterre notamment. Et tout cela a entraîné tout un débat concernant l'histoire de l'Espagne et par là même son identité. On sait que ce fut la matière de réflexion importante pour ce que l'on a appelé la génération de 1898. 98, c'est la date de la défaite face aux États-Unis. Là, les Espagnols ont vraiment touché le fond et mesuré pleinement l'ampleur
l'ampleur de leur décadence. Et à partir de là, la question s'est posée de savoir comment ils allaient définir leur avenir. Je renvoie aux réflexions d'un Miguel de Unamuno dans son Entorno al casticismo que nous avons traduit l'essence de l'Espagne. Et ce débat, il va se poursuivre. Ensuite, au XXe siècle, au siècle dernier, on connaît la dispute qui opposa Claudio Sánchez Albornoz, le grand médiéviste, à Amerigo Castro, philosophe et séguiste, le premier cherchant à traquer dans la longue histoire les signes d'une permanence, d'une continuité espagnole qu'il faisait remonter jusqu'aux Ibères, et il essayait de définir une hispanité qui avait finalement absorbé, assimilé tous les conquérants successifs, là où Amerigo Castro faisait naître l'Espagne au Moyen-Âge à partir de la synthèse opérée, selon lui, entre les éléments chrétiens, juifs et musulmans. Donc, un débat sur l'histoire espagnole qui s'est prolongé bien sûr tout au long du XXe siècle. Deux Espagnes se sont rapidement opposées dès le XIXe, celle des libéraux, celle des traditionalistes, tout cela marqué par plusieurs guerres civiles. D'un côté, une Espagne catholique, nostalgique de la puissance qui avait été celle du pays à l'époque des grandes découvertes, à l'époque de la contre-réforme. Et puis d'un autre côté, une Espagne qui entendait résolument tourner ces pages-là et entrer délibérément et résolument dans l'ère de la modernité. Et ces deux Espagnes, elles vont s'affronter au bout du compte, on le sait, dans la tragédie de la guerre civile de 1936-1939. Mais le débat quant à l'identité de l'Espagne ne s'est pas arrêté avec la victoire du franquisme, évidemment. D'un côté, les adversaires du régime vont dénoncer une vision nationale catholique du passé espagnol, là où les autres appelaient à continuer ce qui avait été les combats de la Reconquista contre les musulmans. Eh bien, il fallait les continuer contre la modernité libérale et tous ses dérivés. Alors, tout cela explique que, encore aujourd'hui, l'histoire de l'Espagne demeure un enjeu extrêmement complexe en termes de représentation et à partir de là, en termes de choix métapolitiques ou politiques. Il faut ajouter, pour compliquer tout cela, le fait qu'à partir du XVIe siècle, l'Espagne a été ciblée par une légende noire, brillamment analysée récemment par Joseph Pérez, légende noire alimentée notamment par les pays protestants d'Europe du Nord, tels que l'Angleterre ou les Pays-Bas, ce qui a contribué à compliquer encore les choses. Et aujourd'hui, le débat continue, puisqu'il est question en Espagne comme chez nous d'un roman national qu'il faudrait remettre en cause. On a vu il y a quelques mois, dans Le Monde, un grand article consacré à l'inauguration à Tolède du parc historique inspiré de celui en France du Puy du Fou. Et Le Monde, évidemment, s'inquiétait de voir dans ces parcs la production d'une histoire qui ferait la part belle, justement, à toute la dimension nationale catholique, en oubliant toutes les turpitudes supposées dont l'Espagne se serait rendue coupable au cours de son histoire, de la Reconquista à la conquête du Nouveau Monde, en passant évidemment par la guerre civile. Alors cette remise en cause du passé espagnol, elle rassemble des gens très différents. Il y a bien sûr les antifranquistes de toujours qui n'en finissent pas de régler leur compte avec le fantôme du vainqueur de la guerre civile. On l'a encore vu récemment à propos du mémorial du Valle de los Caídos. Il y a les anticléricaux, anticatholiques de toujours, bien qu'aujourd'hui l'Église catholique ait perdu une bonne partie de son influence outre-Pyrénées. Il y a les régionalistes, défenseurs des minorités
basque ou catalane. Il y a, comme chez nous, les antiracistes qui remettent en cause la conquête de l'Amérique et le génocide, entre guillemets, dont auraient été victimes les populations indigènes. Tout cela correspond à une vaste entreprise de déconstruction qui nous est familière, puisque nous avons des choses tout à fait comparables en France, avec la dénonciation du roman national depuis la défunte Suzanne Citron, en allant jusqu'aux travaux de Boucheron aujourd'hui concernant l'histoire mondiale de la France. Alors évidemment, dans tout ce débat, dans toute cette vision, dans toutes ces représentations, la question du rapport avec l'islam tient une place importante. En effet, on nous a vendu depuis maintenant pas mal d'années l'idée que la reconquête qui s'est opérée donc entre le 8e et puis le 15e siècle, que cette reconquête avait abouti à la fin de l'islam andalou et que cela avait été une véritable catastrophe perpétrée par les populations barbares du Nord, et une certaine nostalgie de ce qu'avait pu être Al-Andalus, présenté comme un paradis multiculturel, s'est rapidement imposé. Alors, on a déjà eu des phénomènes comparables. Dans les années 90, à l'époque des guerres dans l'ex-Yougoslavie, on nous expliquait que Sarajevo avait été une magnifique capitale multiculturelle à l'époque de l'occupation ottomane, ce qui évidemment paraissait difficile à accepter pour les populations serbes concernées. Puis ensuite, sur un thème équivalent, à propos d'un problème du même type, nous avons eu la fameuse polémique il y a quelques années qui a concerné Sylvain Guggenheim, ici présent d'ailleurs, dont je salue la présence, qui a montré que l'Europe médiévale n'avait pas attendu les traducteurs de Tolède pour connaître Aristote, ce qui a déclenché, comme on le sait, une véritable chasse à l'homme médiatique qui a duré pendant des mois. Donc l'affaire, on le voit, est une affaire sensible. On voit bien qu'il y a une vision de l'histoire qui est instrumentalisée pour légitimer les nostalgies et les revendications musulmanes d'aujourd'hui. Alors il y a des réactions face à cela. Notamment, on a réhabilité par exemple ce qu'avait été le royaume wisigoth de Tolède, victime de l'invasion musulmane, et que l'on présente souvent comme un royaume arriéré, barbare. Il se trouve que parmi les royaumes dits barbares dus au Moyen-Âge, c'était sans doute le plus brillant. Il y a aussi toute la question de la Reconquista. La Reconquista qui, selon le titre d'un ouvrage paru il y a une vingtaine d'années maintenant, n'aurait jamais existé. Bon, il se trouve que entre le 8e siècle et la fin du 15e, il s'est passé quand même un certain nombre d'événements qui semblaient aller dans la même direction, même si, bien entendu, la Reconquista, c'est quelque chose, c'est une séquence historique complexe, qu'il y a eu des périodes où les relations pacifiques ont pu s'établir localement entre chrétiens et musulmans, où des croatelets musulmans ont bénéficié de la protection des monarques chrétiens. Les choses ont varié aussi en fonction de la nature du pouvoir musulman établi dans Al-Andalus. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, comme l'a montré Joseph Pérez, la Reconquista n'est pas un concept qui a été inventé au XIXe siècle. Le terme apparaît tardivement, c'est vrai, mais il existait déjà avant. La Restauratio Totius Hispaniae de la tradition asturo-léonaise, ça correspond exactement à la même chose, même si le terme apparaît plus tard. Alors, à propos de cette Reconquista, ou plutôt d'Al-Andalus, l'un des points les plus importants qui sont mis en avant aujourd'hui, dans le contexte de ce qu'on a appelé l'historiquement correct, c'est la tolérance qui aurait régné dans cette Espagne musulmane, dans cette partie musulmane de la péninsule ibérique. Alors d'abord, je n'insiste pas sur le caractère anachronique du terme à propos de l'époque médiévale.
la tolérance, à moins qu'on retienne l'étymologie latine de tolerare, qui veut dire supporter. La tolérance telle que nous l'entendons aujourd'hui, c'est un produit de fin 17e, début 18e siècle. C'est Locke et puis Pierre Bell qui sont à l'origine de tout cela. Et greffer un tel concept sur la période médiévale paraît tout à fait contestable. Et puis surtout, ce que l'on a longtemps oublié, ou volontairement oublié, c'est que certes, à l'Andalous, les populations chrétiennes ou juives avaient droit de cité dans une certaine mesure, étaient acceptées par le maître musulman, mais cela au prix de conditions fiscales, juridiques, tout à fait discriminatoires, et dans un rapport qui était toujours un rapport de domination. C'est Séraphin von Rohl qui a comparé, je crois, ce qu'était le sort des chrétiens en Al-Andalus à celui des populations noires majoritaires dans l'Afrique du Sud de l'apartheid, par exemple. Alors évidemment, c'est une référence que l'on ne met pas généralement en avant dans les publications qui se veulent historiquement correctes. Mais au-delà de ce point particulier, il s'agit de remettre en cause, en fait, toute une histoire qui dépasse largement la question d'Al-Andalus. Aujourd'hui, nous sommes dans une société marchande en voie de mondialisation, portée par un projet multiculturel largement utopique, et tout cela risque d'être compromis par le réveil des peuples, inquiets des dérives de la modernité et des illusions du progrès. Alors, pour empêcher cela, eh bien, le déni du réel, le mensonge, l'oubli des faits, l'anachronisme sont régulièrement utilisés afin d'aboutir à une histoire épurée de tout ce qui peut remettre en cause le projet mondialiste et multiculturel que j'évoquais, fondé sur l'illusion d'une humanité débarrassée des déterminismes et du tragique qui sont le propre de l'histoire. Alors dans ce contexte-là, évidemment, le combat pour l'histoire apparaît prioritaire, et le cas d'Al-Andalus est évidemment un cas d'école. Alors, pour nous, de quoi s'agit-il et que voulons-nous faire? Eh bien, mettre en œuvre un récit historique impartial, débarrassé des oukases moralisateurs de l'idéologie dominante. Tout cela pour construire une vision permettant, en ce début incertain du XXIe siècle, de définir clairement notre identité et de penser au plus juste et au plus près l'altérité des autres. Tout cela pour permettre l'émergence d'une coexistence des civilisations fondée sur une connaissance exigeante de l'histoire et sur un projet préservant l'identité des grandes cultures historiques. Ce sont les socles, en effet, sur lesquels il sera possible de construire un modèle de relation permettant de surmonter au mieux les antagonismes hérités du passé et de faire valoir le meilleur des différentes grandes cultures humaines. C'est tout cela le sens de notre action, c'est ce que nous voulons faire en organisant cette rencontre, car nous savons que la vérité est la condition nécessaire de la lucidité. Lucidité elle-même indispensable pour comprendre l'histoire et relever le défi d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.